Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la semaine. À la une de cette semaine, lundi, nous sommes revenus sur la rentrée politique de l'UMP 31. Son président Jean-Luc Moudenc en a profité pour nous parler de la venue de Jean-François Copé. Une semaine après la rentrée des classes, des parents d'élèves étaient déjà en grève mardi pour lutter contre la fermeture de classes. Mercredi, retour sur l'été mitigé pour le tourisme en Midi-Pyrénées. À quelques jours de la commémoration de la catastrophe d'AZF, le maire de Toulouse a réaffirmé jeudi sa volonté de faire une cérémonie commune. Et enfin, un peu de culture avant le week-end. Du 5 au 16 octobre prochain se déroule le festival Toulouse les Orgues. L'occasion pour son directeur artistique de nous parler de cette 16e édition. En fin de semaine dernière, l'UMP 31 tenait sa conférence de presse de rentrée. L'occasion pour la nouvelle équipe, en place depuis 6 mois, de faire un point sur les dossiers du moment et de tirer un premier bilan du travail effectué. Un travail axé sur la reconstruction. Le chantier principal, ça a été de redonner envie aux gens, aux militants, de franchir la porte de la fédération, à savoir recréer une certaine sérénité, un certain état d'esprit après cette campagne d'élection interne qui avait été malgré tout très déstabilisante pour l'ensemble des militants. Une campagne déstabilisante qui a vu l'affrontement de l'équipe en place menée par Christine de Vérac et celle de Jean-Luc Moudenc. Victorieux de cette élection, l'ancien maire de Toulouse prône l'unité. Nous avons besoin de mes amis, des amis de Mme de Vérac, nous avons besoin de toutes les sensibilités, ceux qui comme moi sont centristes, mais aussi ceux qui sont gaullistes, libéraux, les amis de Jacques Chirac, les sarkozystes. Voilà, il faut que nous soyons tous rassemblés, y compris les radicaux d'ailleurs qui ont fait le choix de rester à l'UMP, une famille unie, rassemblée, qui ne craint pas d'affirmer des sensibilités différentes, mais qui, parce que sur l'essentiel elle est d'accord, arrivent à fonctionner ensemble et à mener les combats ensemble. Et le prochain combat, ce sont les élections présidentielles et c'est sûrement pour lancer cette campagne que Jean-François Copé, président de l'UMP, sera en visite mercredi dans la Ville Rose. Une visite qui aura au moins un autre objectif. D'abord, il vient pour conforter l'équipe départementale que j'anime avec Laurence Haribagé. Il vient pour reconnaître la qualité du travail et pour conforter cette unité qui est en marche. Et puis après, bien sûr, il vient pour donner le coup d'envoi des batailles électorales du printemps prochain qui sont fondamentales. C'est le patron du parti. Ça fait longtemps que le patron du parti n'était pas venu ici à Toulouse, donc nous sommes heureux, nous sommes fiers, notre travail est reconnu et soutenu. Et je crois que tout ça augure bien de l'avenir parce que Jean-François Copé a su, en quelques mois lui aussi, redonner une nouvelle impulsion au parti politique que nous formons, l'UMP. Une semaine après la rentrée des classes, le ton monte déjà entre la Fédération des conseils de parents d'élèves de Haute-Garonne et le rectorat. Hier, de nombreuses écoles du département étaient en grève, comme l'école élémentaire Anatole France qui a dû fermer une classe pendant l'été. Depuis 10 ans que je suis là, nous avions toujours 9 classes et nous avons toujours un effectif entre 220 et 230 enfants qui justifiait 9 classes. Cette année, il se trouve, enfin l'année précédente, il se trouve que nous avions 203 enfants en février quand l'estimation a été faite. Mais c'était un creux que je ne peux pas expliquer, je ne sais pas pourquoi. Et là, compte tenu des immeubles qui sont autour, qui vont être livrés et de la population qui nous arrive, je peux croire qu'à la fin de l'année, nous serons 220. Chiffre que nous avions toujours eu. Et donc nous souhaitons, puisque nous avons 211 enfants à ce jour, que donc notre 9e classe soit maintenue. Et c'est pour le maintien de cette 9e classe que les parents d'élèves se mobilisent. En effet, hier, ils étaient une dizaine à distribuer des tracts et à faire signer une pétition à l'entrée de l'école. Je crois vraiment au pouvoir de l'éducation pour grandir dans de bonnes conditions et avoir la réflexion nécessaire pour après toujours être vigilant, voilà, et que tout le monde puisse vivre, c'est un peu utopique, hein, mais dans un monde le plus égalitaire possible, quoi. Donc c'est pas que pour mes enfants, je me bats pour tous les enfants et pour la société, quoi, la maintenir, voilà, parce que je veux pas d'une école à 2 vitesses pour ceux qui ont les moyens et ceux qui les ont pas, quoi. Et cette fermeture, à l'image de nombreux autres, va avoir des répercussions en termes d'effectifs dans les classes. On écoute Josette Keller, directrice de l'établissement, qui nous explique les conséquences de cette fermeture. Nous avons 2 CP à 27 élèves, un CM2 à 28 élèves. On nous dit que ce sont des classes déterminantes pour la scolarité des enfants. Nous avons des effectifs très lourds et d'autant plus que nous avons des classes qui sont très très chargées en garçons. Nous avons des classes où il y a 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. C'est un peu plus difficile. Reste maintenant au Conseil départemental de l'éducation nationale à se réunir. Une réunion prévue ce mardi à 8h45 à la préfecture. Et nul doute que les parents d'élèves seront très attentifs aux résultats.
Nous, on a fait signer une pétition ce matin à tous les parents qui arrivaient à l'école. C'est la FCPE qui les remettra lors de la commission de demain. Et après, de toute façon, comme je vous disais, si la décision est négative, il y aura d'autres mouvements qui seront faits, quoi. Plombée par une météo capricieuse, la saison estivale en Midi-Pyrénées reste au-deçà des chiffres espérés après un mois de juin particulièrement dynamique. En effet, les intempéries de juillet ont découragé beaucoup de touristes. 60% des touristes viennent dans les 4 mois, c'est-à-dire de juin à septembre. 40% c'est le reste de l'année. Donc c'est véritablement quelque chose de très fort. Il ne faut pas négliger les 40% restants. Et je crois que c'est important et l'effort se fait là-dessus. D'où le point important de juillet qui, par les effets météo, a quand même fortement perturbé la saison. Une météo difficile qui a obligé beaucoup de touristes à s'orienter sur des activités d'intérieur. Des sites comme Gavarnie ou le Pic du Midi ont par exemple été délaissés, les touristes préférant se rendre sur Albi, Toulouse ou Rodez. Reste tout de même que 13 des 16 millions de touristes de Midi-Pyrénées ont visité au moins un grand site. Une satisfaction pour Philippe Guérin, président du comité régional du tourisme. Je crois qu'un des atouts, c'est quand même la politique des grands sites qui est menée, et qui permet justement d'attirer des touristes, de leur montrer autre chose. C'est la campagne télé que nous avons fait au mois d'avril dernier et qui a permis d'assurer cette notoriété, 4e rang des régions françaises en matière touristique. Je crois que toute cette politique stratégique qui est faite est effectivement un élément fort pour permettre aux touristes de donner envie de venir. Puis ce qui est surtout nouveau, c'est l'augmentation de la clientèle étrangère. D'abord de première proximité, c'est-à-dire l'Espagne, également la Suisse ou l'Italie, mais maintenant nous avons des clientèles d'Asie, de Chine, nous avons également des clientèles d'Amérique du Nord, du Québec, des USA, qui est aussi un espoir important pour nous. Élément majeur de la politique touristique de la région, le réseau des grands sites va prochainement s'enrichir de la ville de Rodez et continuer son développement. Au cours de l'année 2012, nous allons nous intéresser aux zones homogènes de destination autour de ces grands sites, de telle sorte à ce que tous les territoires environnants soient bénéficiaires de cette économie touristique dont nous avons grand besoin puisqu'elle représente 7% du PIB régional, je le rappelle. À l'occasion de sa rentrée politique et à quelques jours de la commémoration de la catastrophe d'AZF, le maire de Toulouse, Pierre Cohen, a réaffirmé sa volonté de faire une commémoration commune. Une stèle devrait même être érigée. Il nous a semblé que les 10 ans pouvaient amener tout le monde autour d'un site, le site où il y a eu l'explosion, avec l'objectif d'un mémorial que nous sommes en train de préparer et de construire pour l'année prochaine. C'est dommage s'il y a des divergences, mais quoi qu'il arrive, on invite tout le monde, parce que maintenant il est quand même grand temps, et surtout après ce procès, le dernier procès, que nous ayons réellement, je dirais, un souvenir, parce qu'il ne faut pas oublier, mais aussi qu'on puisse quand même être tous ensemble par rapport à l'avenir de Toulouse et en particulier du site. Pierre Cohen est également revenu sur les conséquences de la catastrophe et principalement en matière de logement. Toulouse était déjà en retard en matière de logement. AZF a créé encore plus de pression sur le besoin de logement et en particulier de logements sociaux. Je pense qu'une bonne partie, même presque la totalité des réhabilitations ont été faites. Et nous, depuis 3 ans, on a quand même fait un effort très important de construction de logements sociaux qui est loin encore de satisfaire, mais qui quand même nous amène à être dans l'optique des 20% qui est nécessaire pour au moins répondre à la loi. Répondre à la loi, c'est encore dans cet objectif que le maire de Toulouse veut tourner la page d'un type d'urbanisme qu'il qualifie de coup par coup pour mettre en place un projet plus cohérent. Aujourd'hui, on a quand même une loi SRU qui fait que les élus ont la responsabilité du projet urbain. Et c'est ce que nous avons fait depuis 3 ans. On a un projet urbain, on discute. L'ensemble des opérateurs sont très, je dirais, prêts à collaborer, à coopérer, et ils jouent absolument le jeu. Donc nous pensons qu'il y a maintenant une vraie ambition urbaine. Alors évidemment, il faut un peu de temps, il faut aussi répondre à des ambitions, parce qu'il y a des réflexions à mener entre densité et, je dirais, ce que légitimement certains peuvent considérés comme être une perturbation par rapport à leur environnement immédiat. Donc tout cela, c'est faire la ville. Je crois que ça existe depuis très longtemps dans beaucoup de villes. Nous étions en retard, mais nous pensons relever ce défi. C'est un festival de musique autour des orgues, si vous voulez, voilà, parce qu'on voudrait vraiment sortir l'orgue un petit peu de son isolement ou de cette image un peu poussiéreuse, sombre ou triste qu'en ont les gens, parce que l'orgue c'est un monde absolument exceptionnel, hein. Mozart disait que c'était le roi des instruments, donc on voudrait le réintégrer dans l'histoire de la musique en quelque sorte, au même titre que l'orchestre, le piano, et d'ailleurs dans le festival je fais jouer beaucoup l'orgue avec d'autres instruments, avec
avec la voix, avec des chœurs, avec des cuivres, avec l'orchestre. Il y aura aussi des concerts de clavecin, parce que le clavecin, un peu la même famille, du clavicorde, que les gens ne connaissent pas comme instrument. C'est un instrument très très confidentiel, c'est très très doux.